Livre 4e. Le mille-pattes. Et je ne puis approuver que ceux qui cherchent en gémissant. Pascal, 34, 21. Chapitre 1. Amédée Fleurissoir avait quitté Pau avec 500 francs dans sa poche, qui certainement devaient suffire à son voyage, malgré les faux frais où l'entraînait sans doute la malignité de la loge. Puis, si la somme ne suffisait pas, s'il se voyait contraint de prolonger davantage son séjour, il ferait appel à Blafafas, qui tenait à sa disposition une petite réserve. Personne à Pau ne devant savoir où il allait, il n'avait pris billet que pour Marseille. De Marseille à Rome, le billet de 3e ne coûtait que 38 francs 40 et lui laissait la faculté de s'arrêter en cours de route, ce dont il pensait profiter pour satisfaire, non point à la curiosité des lieux étranges qu'il n'avait jamais eus vives, mais à son besoin de sommeil qu'il avait extraordinairement exigeant. C'est-à-dire qu'il redoutait par-dessus tout l'insomnie. Et, comme il importait à l'église qu'il arrivât à Rome bien gaillard, il ne regardait pas à la remise de 2 jours, à quelques frais d'hôtel en sus. Qu'était-ce que cela auprès d'une nuit en wagon, blanche à n'en pas douter, et malsaine particulièrement à cause des exhalaisons des autres voyageurs. Puis, si l'un d'eux, désireux de renouveler l'air, s'avisait d'ouvrir une fenêtre, alors c'était le rhume assuré. Il coucherait donc une première nuit à Marseille, une seconde à Gênes, dans quelqu'un de ces hôtels point fastueux mais confortables, comme on en trouve facilement dans le voisinage des gares, et n'arriverait à Rome que le surlendemain soir. Au demeurant, il s'amusait de ce voyage, et de le faire seul, enfin, à 47 ans, n'ayant encore jamais vécu que sous tutelle, escorté partout par sa femme ou par son ami Blafafas. Calé dans son coin de wagon, il souriait avec un air de chèvre, du bout des dents, souhaitant bénigne aventure. Tout alla bien jusqu'à Marseille. Le second jour, il fit un faux départ. Tout absorbé dans la lecture de Baedeker, de l'Italie centrale qu'il venait d'acheter, il se trompa de train et fila droit sur Lyon, ne s'en aperçut qu'à Arles, au moment où le train repartait, et dut poursuivre jusqu'à Tarascon. Il dut redéfaire la route, puis il prit un train du soir qui le porta jusqu'à Toulon, plutôt que de coucher une nouvelle nuit à Marseille, où les punaises l'avaient gêné. La chambre n'avait pourtant pas mauvais aspect, qui donnait sur la Canebière, ni le lit, ma foi, dans lequel il s'était étendu en confiance, après avoir plié ses vêtements, fait ses comptes et ses prières. Il tombait de sommeil et s'était endormi aussitôt. Les punaises ont des mœurs particulières. Elles attendent que la bougie soit soufflée et, sitôt dans le noir, s'élancent. Elles ne se dirigent pas au hasard, vont droit au cou, qu'elles prédilectionnent, s'adressent parfois au poignet, quelques rares préfèrent les chevilles. On ne sait trop pourquoi elles infusent sous la peau du dormeur une subtile huile urticante dont la virulence, à la moindre friction, s'exaspère. La démangeaison qui réveilla Fleurissoir était si vive qu'il ralluma sa bougie et courut au miroir, contempler, sous le maxillaire inférieur, une rougeur confuse, semée d'indistincts petits points blancs. Mais la camoufle éclairait mal. La glace était de teint sali, son regard brouillé de sommeil. Il se recoucha, frottant toujours, éteignit de nouveau, ralluma 5 minutes après, la cuisson devenant intolérable, bondit à sa toilette, mouilla dans le broc son mouchoir et l'appliqua sur la zone enflammée. Celle-ci, toujours plus étendue, atteignait à présent la clavicule. Amédée crut qu'il tombait malade et pria, puis éteignit encore. Le répit apporté par la fraîcheur de la compresse fut de courte durée pour laisser le patient se rendormir. À présent, se joignait à l'atrocité de l'urticaire la gêne d'un col de chemise trempé, qu'il trempait aussi de ses larmes. Et tout à coup, il sursauta d'horreur. Des punaises. Ce sont des punaises. Il s'étonna de n'y avoir pas pensé plus tôt, mais il ne connaissait l'insecte que de nom, et comment aurait-il assimilé l'effet d'une morsure précise à cette brûlure indéfinie? Il jaillit hors du lit. Pour la 3e fois, ralluma la bougie. Théorique et nerveux, il se faisait, comme beaucoup de gens, des idées fausses sur les punaises, et, glacé de dégoût, commença par les chercher sur lui. N'en vit mis. Pensa s'être trompé. Déjà se recroyait malade. Rien sur les draps non plus. Mais avant de se recoucher, l'idée lui vint pourtant de soulever son traversin. Il aperçut alors 3 minuscules pastilles noirâtres qui prestement se mûchèrent dans un repli de drap. C'étaient-elles. Posant sa bougie sur le lit, il les traqua, ouvrit le pli, en surprit 5 que, par dégoût, n'osant escarbouiller contre son ongle, il précipita dans son pot de chambre et compissa. Quelques instants, il les regarda se débattre, content, féroce, et du coup se sentit un peu soulagé. Se recoucha, souffla.
Les démangeaisons presque aussitôt redoublèrent. De nouvelles, sur la nuque à présent. Exaspéré, il ralluma, se releva, enleva cette fois sa chemise pour en examiner le col à loisir. Enfin, il distingua, au ras de la couture, courir d'imperceptibles points rouge clair qu'il écrasa contre la toile, où ils firent une marque de sang. Les sales bêtes, si petites, il avait peine à croire que ce fussent déjà des punaises. Mais peu après, soulevant de nouveau son traversin, il en dénicha une énorme, leur mère, assurément. Alors, encouragé, excité, amusé presque, il enleva le traversin, défit ses draps et commença de fouiller avec méthode. À présent, il se figurait partout en voir, mais somme toute n'en prit que 4, se recoucha et put goûter 1 heure de calme. Puis les brûlures recommencèrent. Il partit à la chasse une fois encore, puis enfin, excédé, se laissa faire et remarqua que la cuisson, s'il n'y touchait pas, se calmait somme toute assez vite. À l'aube, les dernières, repues, le laissèrent. Il dormait d'un sommeil profond quand le garçon vint le réveiller pour son train. À Toulon, ce furent les puces. Sans doute les avait-il récoltées en wagon. Toute la nuit, il se gratta, tourna et retourna sans dormir. Il les sentait qui lui couraient le long des jambes, lui chatouillaient les reins, l'enfiévraient. Comme il était de peau délicate, d'exubérants boutons se soulevaient sous leurs morsures, qu'il enflammait en se grattant comme à plaisir. Il ralluma plusieurs fois sa bougie, il se relevait, enlevait sa chemise, la remettait, sans avoir pu en tuer une. À peine les apercevait-il un instant, elles échappaient à sa prise, et même s'il parvenait à les saisir, lorsqu'il les croyait mortes, aplaties sous son doigt, elles se regonflaient à l'instant même, repartaient sitôt sauves et bondissaient comme devant. Il en venait à regretter les punaises. Il enrageait, et dans l'énervement de ce pourchat inutile, acheva de compromettre son sommeil. Et toute la journée du lendemain, ces boutons de la nuit le démangèrent, tandis que des chatouillements neufs l'avertissaient qu'il était toujours fréquenté. L'excessive chaleur augmentait considérablement son malaise. Le wagon regorgeait d'ouvriers qui buvaient, fumaient, crachaient, rôtaient et mangeaient un cervelas d'une senteur tellement forte que Fleurissoir, à plus d'un coup, pensa vomir. Il n'osa cependant quitter ce compartiment qu'à la frontière, de crainte que les ouvriers, le voyant monter dans un autre, n'allassent supposer qu'il le gênait. Dans le compartiment où ensuite il monta, une volumineuse nourrice changeait les couches de son poupon. Il tâcha néanmoins de dormir, mais il était alors gêné par son chapeau. C'était un de ces chapeaux plats, de paille blanche à ruban noir, de l'espèce de ce qu'on appelle communément canotier. Quand Fleurissoir le laissait dans sa position ordinaire, le bord rigide écartait sa tête de la cloison. Si, pour s'appuyer, il relevait un peu le chapeau, la cloison le précipitait en avant. Lorsque, au contraire, il réprimait le chapeau en arrière, le bord se coinçait alors entre la cloison et sa nuque, et le canotier au-dessus de son front se levait comme une soupape. Il prit le parti de l'enlever complètement et de se couvrir le chef de son foulard, que, par crainte du jour, il laissait retomber devant ses yeux. Du moins, il s'était précautionné pour la nuit. Il avait acheté à Toulon, le matin, une boîte de poudre insecticide, et dût-il payer cher, pensait-il, il n'hésiterait pas, ce soir-là, à descendre dans un des meilleurs hôtels. Car si cette nuit, il ne dormait pas davantage, dans quel état de misère physiologique arriverait-il à Rome, à la merci du moindre franc-maçon? Devant la gare de Gênes, stationnaient les omnibus des principaux hôtels. Il alla droit à l'un des plus cossus, sans se laisser intimider par la morgue du laquais qui s'empara de sa piteuse valise. Mais Amédée ne s'en voulait point séparer. Il refusa de la laisser poser sur le dessus de la voiture et exigea qu'on la mît là, près de lui, sur le coussin de la banquette. Dans le vestibule de l'hôtel, le portier, en parlant français, le mit à l'aise. Alors il se lança, et non content de demander une très bonne chambre, s'enquit des prix de celle qu'on lui proposait, résolu, au-dessous de 12 francs, à ne rien trouver à sa convenance. La chambre de 17 francs, pour laquelle il se décida, après en avoir visité plusieurs, était vaste, propre, élégante, sans excès. Le lit avançait dans la pièce, un lit de cuivre, net, assurément inhabité, à qui le pire être eût fait injure. Dans une sorte d'armoire énorme, la toilette était dissimulée. 2 larges fenêtres ouvraient sur un jardin. Amédée, penché vers la nuit, contempla d'indistinct et sombre feuillage, longuement laissant l'air tiède lentement calmer sa fièvre et le persuader au sommeil. Au-dessus du lit,
Un voile de tulle retombait en brouillard exactement de 3 côtés. De petits cordonnets, semblables aux rides d'un voile, le relevaient par devant dans une courbe gracieuse. Fleurissoir reconnut là ce qu'on appelle moustiquaire, dont il avait toujours dédaigné d'user. Après s'être lavé, il s'étendit avec délice dans les draps frais. Il laissait la fenêtre ouverte, non toute grande assurément, par crainte du rhume et de l'ophtalmie, mais un des battants rabattus de manière que ne lui parvinssent pas directement les effluves, fit ses comptes et ses prières, puis éteignit. L'éclairage était électrique, qu'on arrêtait en chavirant la chevillette d'un interrupteur de courant. Fleurissoir allait s'endormir lorsqu'un mince chantonnement vint lui remémorer cette précaution qu'il n'avait point prise de n'ouvrir la fenêtre qu'après avoir éteint, car la lumière attire les moustiques. Il lui souvint aussi d'avoir lu, quelque part, des remerciements au bon Dieu pour avoir doué l'insecte volatile d'une petite musique particulière, propre à avertir le dormeur à l'instant qu'il allait être piqué. Puis, il fit retomber tout autour de lui la mousseline infranchissable. Combien cela ne vaut-il pas mieux, après tout, pensa-t-il, en s'assoupissant, que ces petits cônes en feutre d'herbe sèche que, sous le nom baroque de fidibus, débite le père Blafafas. On les allume sur une soucoupe de métal, ils se consument en répandant une grande abondance de fumée narcotique, mais devant que d'engourdir les moustiques, ils asphyxient à 2000 dormeurs. Fidibus, quel drôle de nom, Fidibus. Il s'endormait déjà quand, soudain, à l'aile gauche du nez, une vive piqûre. Il y porta la main, et tandis qu'il palpait doucement le cuisant soulèvement de sa chair, piqûre au poignet, puis contre son oreille un zézément narquois. Horreur! Il avait enfermé l'ennemi dans la place. Il atteignit la chevillette et rétablit le courant. Oui, le moustique était là, posé, tout en haut de la moustiquaire. Un peu presbyte, Amédée le distinguait fort bien, fluet jusqu'à l'absurde, campé sur 4 pieds et portant rejeté en arrière la dernière paire de pattes, longue et comme bouclée, l'insolent. Amédée se dressa debout sur son lit. Mais comment écraser l'insecte contre un tissu fuyant, vaporeux? N'importe, il donna du plat de la main, si fort, si vite, qu'il crut avoir crevé la moustiquaire. À coup sûr, le moustique y était. Il chercha des yeux le cadavre, ne vit rien, mais sentit une nouvelle piqûre au jarret. Alors, pour protéger du moins le plus possible de sa personne, il rentra dans son lit, puis resta peut-être un quart d'heure, hébété, n'osant plus éteindre. Puis, tout de même rassuré, ne voyant ni n'entendant plus l'ennemi, éteignit. Et tout de suite la musique recommença. Alors il ressortit un bras, gardant la main près du visage, et par instant, quand il en croyait sentir un, bien posé, sur son front ou sa joue, appliquait une vaste claque. Mais sitôt après, il entendait de nouveau l'insecte chanter. Après quoi, il eut l'idée de se couvrir la tête de son foulard, ce qui gêna considérablement sa volupté respiratoire, et ne l'empêcha pas d'être piqué au menton. Alors le moustique, repu sans doute, se tint coi. Du moins Amédée, vaincu par le sommeil, cessa-t-il de l'entendre. Il avait enlevé le foulard et dormait d'un sommeil enfiévré. Il se grattait tout en dormant. Le lendemain matin, son nez, qu'il avait naturellement aquilin, ressemblait à un nez d'ivrogne. Le bouton du jarret bourgeonnait comme un clou et celui du menton avait pris un aspect volcanique, qu'il recommanda à la sollicitude du barbier lorsque, avant de quitter Gênes, il se fit raser pour arriver décent à Rome.